Alors, je dis tout de suite qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Voilà. Enfin, heureusement, hein, d'ailleurs. Un chercheur scientifique, par définition, quand il a travaillé sur quelque chose, il a un truc à dire. Quand il n'a pas spécialement enquêté dessus, il dit rien. Hein, voilà. On peut parler au café en buvant un coup, mais il ne dit rien publiquement. Enfin, il y a des questions auxquelles je n'ai pas la réponse. Voilà. Donc, la dernière question, j'ai pas la réponse parce que je connais pas de données. Voilà, j'en connais pas. C'est une question, bien sûr, hein, qui est cruciale. C'est une des fautes probablement les plus graves qu'ont pu commettre des médecins pendant cette crise, c'est de chercher à vacciner les femmes enceintes. Enfin, jamais on avait fait ça. Jamais, jamais. Et puis enfin, chacun peut faire l'expérience. Il va dans une pharmacie pour n'importe quel médicament, il y a la notice. Enfin, 9 fois sur 10, il va marqué déconseillé aux femmes enceintes. C'est le plus élémentaire, béaba du principe de précaution. Enfin, c'est juste incompréhensible. Donc, ça rejoindra la question des médecins tout à l'heure. Mais voilà. J'espère qu'on aura vite des données là-dessus. D'autres, mais je ne suis pas non plus spécialiste de ce sujet-là. Donc peut-être qu'il y a au moins j'en connais pas pour la France. Voilà. Peut-être que dans d'autres pays, il y en a déjà, etc. Voilà. Mais malheureusement, j'en connais pas. Mais en tout cas, c'est à suivre. Et de toute façon, c'est pas simplement la question des conditions d'accouchement, hein. C'est à suivre à tout point de vue et dans la durée. Bon, voilà, je sais pas. Alors ça rejoint la question des médecins sont-ils indépendants ou aux ordres. Alors c'est plus compliqué. Déjà, il faudrait distinguer évidemment entre les médecins hospitaliers et puis les médecins libéraux. Ensuite, il faudrait tenir compte de toutes les pressions et toutes les formes de contrôle. Tous les médecins qui ont ouvert la bouche et qui ont parlé publiquement pour dire un désaccord se sont fait eux aussi taper dessus de plein de façons. Mais la première façon, c'est le Conseil de l'ordre des médecins, hein, qu'on ferait mieux d'appeler d'ailleurs, mon ami, le Conseil des médecins aux ordres dans beaucoup de situations. Ce serait plus juste, quoi. Hein, là aussi, hein, les mots, les choses, les bons. Donc il faut tenir compte de ça. Beaucoup évidemment se sont tus par peur d'eux. Hein, c'est tout ce système, vous l'avez vu, enfin, chacun le comprend. À partir du moment où vous flétrissez en place publique 3 personnes, c'est pas simplement pour ces personnes, c'est pour l'exemple et le signal que vous envoyez à tous les autres, bien sûr. Hein, c'est pour impressionner, intimider, faire peur aux autres. Voilà. Donc ça marchait à plein régime. Il faut voir par ailleurs comment de plus en plus, là aussi grâce aux outils numériques, nous sommes tous contrôlés, fliqués de plein de façons, les médecins aussi, jusque fliqués dans leurs prescriptions. Hein. C'est-à-dire que ça commence déjà et on n'est pas très loin du moment où, au fond, chaque ordonnance sera passée au crible informatique et puis le médecin s'habituera à recevoir tous les 2 jours un coup de fil d'assurance maladie qui dit « Qu'est-ce qui vous permet d'avoir prescrit ça, tel truc ?» Voilà. Donc on est entré dans ce système-là. Donc eux aussi sont de plus en plus sous contrôle. Et beaucoup ont dû faire des choses de manière clandestine. Soigner, faire des faux vaccins, évidemment, enfin, etc. Chacun a dû se débrouiller dans guerre, résistance, clandestinité. Voilà. Voilà. Alors, chiffrer tout ça, j'en suis foutrement incapable. J'en suis incapable, je ne connais pas d'enquête, et pour cause. Enfin, en plein cœur de la crise, vous n'allez pas faire une enquête pour dire aux gens, dites-moi, en douce, là, vous donnez des médicaments interdits et vous faites des faux vaccins ou pas, vous? Bon. C'est compliqué, hein. Bon, voilà, donc je sais pas. Donc je suis incapable de chiffrer. Franchement, sincèrement, je sais pas. Je suis incapable de donner des proportions. J'ai entendu 10%, déjà. Bon, pour moi, c'est des chiffres qui veulent trop rien dire. Ça fait 50 ans que j'entends dire on utilise 10% de son cerveau. C'est cette espèce de formule toute faite. Ça veut rien dire, en fait. Hein. Voilà. Je sais pas. Ça me fait le lien avec l'autre question sur chiffrer les résistants, les compter, machin. Je ne connais pas d'enquête. Hein, je ne connais pas d'enquête là-dessus. Il faudrait d'ailleurs s'entendre sur les mots. C'est quoi résistant? Comment on le définit? Donc derrière, bon, voilà, un peu compliqué. La seule chose que je peux dire, c'est parce que j'ai mis mon œil à une époque là-dedans. Bon, j'ai essayé de compiler tous les sondages d'opinion qu'il y avait eu, qui interrogeaient des petits échantillons de Français sur ce qu'ils pouvaient penser de telle ou telle mesure sanitaire. Alors ça, il y a eu quelques sondages rendus publics. Je pense qu'il y en a eu des dizaines ou des centaines d'autres non rendus publics, hein, dont le pouvoir se sert tous les jours pour voir si tel discours a eu tel impact, s'il a convaincu ou pas, ou machin, tout le temps, tous les jours, dans les cabinets, ça, ils passent leur temps à éplucher ça. Mais donc, dans le peu de choses qui a été rendu public, la seule chose que je peux dire, c'est que quand on les regarde tous, et puis qu'on fait une espèce de moyenne un petit peu de tout ça, moi j'étais arrivé à la conclusion qu'il y avait quand même, en moyenne, à peu près systématiquement, un tiers des Français qui n'étaient pas d'accord avec
les mesures sanitaires. Donc c'est potentiellement beaucoup plus hein, que ce qui était dit tout à l'heure. Hein. Mais tout le résultat de toute cette incroyable entreprise de propagande, de censure, etc., contribue évidemment et a pour but d'ailleurs de faire croire qu'il s'agit simplement de quelques huluberlus qui courent au milieu des champs. Hein, voilà. Alors qu'en fait, je répète, on regarde les sondages, sur tous les grands axes, tous les éléments de la doxa aussi qu'on pourrait dire, vous avez dans beaucoup d'entre eux un tiers, voire un petit peu plus, en certains, c'est des sondages, hein, tout sauf précis, 1000 Français. Interrogés comment en plus hein, téléphone, ordinateur, bon, enfin bref. C'est une autre question, les sondages. Mais voilà, donc potentiellement en fait beaucoup plus. Donc ne soyons pas nous-mêmes victimes de cet aspect de la propagande qui vise à faire croire qu'on est une minorité de gens complètement farfelus, qui ont pété un câble. Non, 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 pas du tout. En fait, beaucoup plus nombreux, mais rendus invisibles. Et s'agissant des médecins, par pression et menaces. Il y en a dans la salle, ils en témoigneraient mieux que moi. Je ne reviendrai pas, madame, ni sur l'épandage, ni sur la 5G, etc. Je redis ce que j'ai dit, il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Désolé, chacun pense ce qu'il veut, il n'y a pas de problème, mais on me demande mon avis, je le donne, il ne faut pas tout mélanger. Non, c'est pas une bonne idée de voir des grands complots et de relier tous ces trucs-là. Vraiment, je pense que c'est pas une bonne idée. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, de s'interroger aussi sur cette dimension industrielle, commerciale, etc., et sur le business plan des industriels, consistant à vendre la 1, puis la 2, puis la 3, puis la 4, puis la 5, puis la 6, comme l'iPhone numéro 6, 7, 8, 9, 10, etc., en programmant les choses pour devenir obsolètes, afin d'être sûr que les gens, quand le marché sera toujours, bien sûr, voilà, le business, ça c'est très très clair, voilà. Mais mélanger tout ça avec des aspects philosophiques, en tirer des conclusions sur comment on veut orienter l'être humain dans son... Je pense qu'il vaut mieux éviter de ça, ou alors il faut vraiment que ce soit son métier, puis on va avoir des éléments bien lourds. Voilà. Donc je ne pense pas non plus qu'il n'y ait aucun système électronique qui fasse en sorte que quand vous sortez d'un magasin, une voix vous parle dans votre tête. Personnellement, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Qu'attendre de la justice? Ça, c'est vraiment une bonne question. Alors, entendons-nous là aussi sur les mots. Hein, justice, c'est un mot très général. À tout le moins, distinguons la justice administrative et la justice judiciaire. C'est vraiment deux choses différentes. Le problème, pour ceux qui ne le savaient pas encore, c'est un vieux débat, notamment chez les publicistes, hein, les juristes qui font le droit public. Il y a une belle lurette qu'on sait bien qu'en France, on a quand même un gros problème avec la justice administrative, les instances les plus connues étant le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, un problème de consanguinité avec le personnel politique. Voilà. Puisque pour être membre du Conseil constitutionnel, il suffit d'avoir été président de la République, et point. On peut par ailleurs n'avoir aucune notion juridique dans quoi que ce soit, c'est pas grave, vous serez membre du Conseil constitutionnel. Waouh. Ça fait rire dans d'autres pays. Hein. Ça fait rire dans d'autres pays où la première condition pour être membre d'une Cour suprême, c'est d'être un magistrat expérimenté. Quoi. Bon, voilà. Donc ça fait rire. Quant au Conseil d'État, là aussi, il y a un problème de consanguinité évident. On vit donc un monde dans lequel une personne peut être le lundi matin mettre des requêtes au Conseil d'État et examiner la légalité de la loi proposée par le ministre machin. Et le système est fait de telle sorte qu'il peut, le vendredi soir, il peut être devenu chef de cabinet du ministre en question. Hein, c'est pas possible, ça devrait pas être possible. On peut pas être alternativement le contrôleur et le contrôlé. C'est un nid à conflit d'intérêts, c'est évident. Voilà. Bon. Donc ça, c'est des problèmes qu'on a, mais qui sont des problèmes structurels en France, bien connus encore une fois, notamment des publicistes, des juristes. Mais voilà, les travers fondamentaux qui ne sont que exacerbés, portés jusqu'à la caricature aujourd'hui de notre Constitution, de la Ve République, sont également connus de longue date. Enfin, ça fait 20 ans que j'ai déjà eu participé à des débats sur la Sixième République, etc. Quoi. Voilà. On vit dans un système, chacun le sait, qui avait été taillé sur mesure pour le général de Gaulle, un régime semi-présidentiel, disait Duverger, mais voilà. Mais la question démocratique, ça pose, je raconte ça dans le dernier livre, c'est une excellente question, mais qui, par ailleurs, ne se pose pas qu'au niveau national, d'ailleurs. Elle se pose aussi au niveau local. Hein. Le régime municipal est aussi un régime présidentiel qui tue la démocratie. Hein, voilà. Il n'y aurait pas eu besoin de réclamer le RIC ou je ne sais quoi si juste on mettait en œuvre les dispositifs légaux qui existent et qui permettent de faire du référendum à l'échelle locale. Hein.
Et contrairement au blabla que nous sortent immanquablement tous les gardiens du temple en disant ah bah oui mais si on faisait ça, ce serait l'anarchie, machin. C'est pas vrai. Enfin moi, juste de l'autre côté des Alpes, là en Suisse, ça marche très bien. Hein, voilà. Pas vrai du tout. C'est qu'il y a un certain nombre de gens qui veulent pas sortir de ce système archi-jacobin, de ce culte du chef, de ce truc-là, voilà, et qui sont donc antidémocratiques en réalité. Bon, voilà. Donc pour revenir à la question, justice. Donc c'est pas la justice administrative dont il faut attendre quelque chose. J'ai encore pour ma part un petit espoir qui concerne la justice judiciaire. Ce qui suppose que, mais c'est compliqué, parce que l'indépendance de la justice, c'est aussi un gros sujet, hein, on ne va pas traiter ce soir en 2 coups de cuillère à peau, mais enfin c'est un gros sujet, et qui ne s'est pas arrangé ces dernières décennies. Hein, voilà. Les relations entre le parquet, la justice, les magistrats du siège, bon, je ne rentre pas là-dedans, j'ai écrit, hein, je connais un petit peu ces questions, mais voilà, pas le temps. Mais bon, voilà, j'ai un petit espoir, néanmoins, mais pas beaucoup, je dois le dire, et j'espère, enfin, je ne vais pas communiquer de mauvaises ondes, mais j'en ai pas beaucoup, mais il m'en reste un petit quand même, dans l'idée qu'il y a peut-être un procès qui ira au bout, hein, il y a peut-être un parquet qui laissera se poursuivre une enquête, il y a peut-être des magistrats instructeurs qui arriveront au bout d'enquête, il y aura peut-être un procès final qui permettra d'eux. Ça prendra, si ça arrive, ça prendra énormément de temps, hein, forcément. Je veux dire, on le sait, hein, l'affaire du Mediator qui a été jugée définitivement fin 2020. Après, je ne sais plus, 12 ans, 14 ans de procédure, ou je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Hein, bon. Bon, il y en aura d'autres, voilà, comme il y a eu finalement l'affaire du sang contaminé, on pourrait nous apporte des leçons aussi intéressantes. Voilà. Donc si ça arrive, ça prendra énormément de temps, mais j'espère bien que ça va arriver, et évidemment pas du tout par esprit revanchard vis-à-vis de telle personne, machin, contre-fou, hein, c'est pas le sujet, mais pour la symbolique démocratique fondamentale, hein, pour le rappel que oui, une démocratie repose sur 3 choses fondamentales. Hein. La première, c'est la séparation des pouvoirs. Voilà. Il faut qu'il y ait un pouvoir judiciaire, un pouvoir parlementaire, un pouvoir exécutif. Or, c'est quoi le problème, c'est quoi qui menace la démocratie aujourd'hui? C'est que sous prétexte d'état d'urgence, on peut abolir, ce qui est une condition sine qua non de la démocratie, la séparation des pouvoirs. Ça commence comme ça. Hein. La deuxième condition, c'est le respect des droits humains fondamentaux. Et là aussi, si sous prétexte d'état d'urgence, on peut abolir les libertés fondamentales, c'est un problème majeur qui est posé à la démocratie. Hein. Et le troisième principe, qu'on oublie parce qu'il n'est pas juridique, c'est principalement des juristes qui parlent de ces questions-là, mais le troisième principe que moi j'estime fondamental, c'est la question de la représentativité du système représentatif. Hein. Traduction concrète, j'avais commencé à développer ça, moi, à partir des recherches que j'avais fait sur les émeutes de 2005. J'en parle dans le dernier livre. Et quand je constatais qu'il y avait certaines des villes que j'étudiais, quand on étudiait les villes, certaines il y avait eu les plus grosses émeutes, etc., on fait enquête, on s'interroge pourquoi. Et parmi les choses qu'on rencontre et qui font réfléchir, c'est la non-représentativité de pans entiers de la population. C'est pour ça que je dis que pour moi, le troisième élément central de la démocratie, c'est le fait qu'il existe, c'est une image, une métaphore, pour dire la chose, une table autour de laquelle tout le monde doit être assis. Voilà. Toutes les catégories de la population doivent être représentées. Alors évidemment, pas avec la même puissance, la même façon, etc. Mais voilà, il faut qu'à un moment donné, chacun et la parole de chacun, les intérêts de chacun, les conditions de vie de chacun puissent être prises en compte dans l'instance où on décide du destin commun. Or, aujourd'hui, il y a des catégories entières de la population qui ne sont pas assises à la table de la démocratie, à commencer par les habitants de ce qu'on appelle les banlieues, les quartiers pauvres. Voilà, ils ne sont pas assis, ils sont représentés par personne, ils sont défendus par personne. Hein. Et donc, j'avais constaté à l'occasion de cette enquête sur les émeutes qu'il y avait comme ça des villes, Mantes-la-Jolie par exemple, région parisienne, bon, voilà. Il y a des villes où la majorité de la population vit dans les quartiers pauvres, ce que l'INSEE appelait les zones urbaines sensibles autrefois, hein. Et quand il suffit de regarder ça, la réalité démographique, sociodémographique, et on met en balance à côté la composition du conseil municipal. Ah, en se demandant il y a combien de représentants de ce qui est la majorité en fait de la commune, hein, dans le lieu où on décide du destin de la commune. Voilà. Dans certains cas, la réponse était 0. 0. Voilà. Ça, c'est un problème démocratique majeur aussi. Hein, démocratique majeur. Démocratie, je rappelle, c'est une table autour de laquelle tout le monde doit être assis. Voilà. Sinon, c'est pas démocratie, c'est une forme d'oligarchie. Une partie qui capte le pouvoir, qui décide pour les autres. Alors, les journalistes ont-ils même plus influencé les politiques alors, je vois bien sûr, les formes de pression, hein, qu'est-ce qu'ils attendent pour faire ça, etc. Je vois très bien ça. Néanmoins, je pense pas, aux limites des choses que je maîtrise, je pense pas. Tous les éléments que j'ai en tête, c'est plutôt... Non, quand ils vont faire ça, c'est pas un titre qui dérangera, par exemple. Hein.
même souvent l'impression que c'est presque du service commandé, quoi. Pose-moi telle question, comme ça je pourrais répondre telle chose, quoi, dans certains cas même. C'est fascinant. Ouais. Sur le Covid, en tout cas, hein. On n'attend pas de parler de tout, mais là-dessus, c'était quand même assez clair, me semble-t-il. Ce qui... Non, ben voilà. J'y reviendrai autrement. Alors, j'ai pas grand-chose à dire, mais peut-être c'est par erreur, sur le Forum économique de Davos, au sens où les clubs d'élite qui se réunissent pour discutailler, faire des bons repas et parfois d'autres choses encore, moins présentables, c'est vieux comme le monde, quoi. Voilà, donc, là aussi, il faut connaître un peu l'histoire, quoi. C'est pas nouveau, hein, donc, une discussion récente, une dizaine de jours, quelqu'un qui dit ah, j'ai découvert que tel PDG, tel groupe, machin, il avait fait partie à l'université de petit club d'étudiants avec tel autre, machin, tu vois, donc ça, ouais, il a le petit groupe qui conspire en secret, machin. Non, enfin, je veux dire, c'est dans toutes les universités américaines, il y a les fratries étudiantes, machin, les clubs de riches, les clubs d'enfants de riches. Alors, ça prend pas exactement la même forme en France, mais enfin, lisez les travaux de mes collègues sociologues, les Pinson Charlot aussi, pour voir c'est quoi le monde des riches, hein, et c'est quoi les clubs où ils se rencontrent, c'est quoi bon, voilà. Tout ça n'est pas nouveau du tout, donc bon, voilà. Ça ne veut pas dire que quand ils se rencontrent, ce soit pour fomenter l'avenir du monde en se mettant bien d'accord sur le grand plan qu'ils vont. Non, voilà. En général, c'est pour des choses beaucoup plus terre à terre que ça, quoi. Hein, voilà. Pas, à mon sens, pas nécessaire de... Voilà. Donc bon, il y a celui-là, voilà, il y a Monsieur Clochop, très connu, etc. Bon, ce type-là parle et puis il se vante de ceci ou de cela. Est-ce que pour autant, c'est là qu'il faut chercher les clés de compréhension de nouvel monde? Je ne suis pas persuadé. Voilà. Mais peut-être, c'est parce que je n'ai pas suffisamment creusé la question. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que voilà, ça nous donne un baromètre de ce que pense ce petit club d'élite économique. Voilà. Bon, voilà. Pas bien sûr que ce soit pour autant le plus décisif. Ce qui me fait d'ailleurs le lien avec d'autres remarques qui viennent après, à la fois sur est-ce que c'est Big Pharma qui est la plus corruptrice, et comment se fait-il que c'est pas forcément les labos qu'on aurait attendu à ce point-là. Bon. Alors là aussi, dans la limite de mes connaissances, hein, elles sont récentes sur le sujet, et puis elles étaient orientées par l'enquête, c'était pas un travail systématique sur tous les sujets liés, machin bidule, parce que c'est un truc qui pourrait se faire avec une très très grosse équipe, quoi, hein, voilà. Mais néanmoins, c'est quand même des industries pharmaceutiques qui avaient pignon sur rue, quand même, hein. Bon, même si c'était pas les plus... on attendait Sanofi, par exemple, plus que... C'est ça que vous pensez, bon, plus que, bien sûr, plus que Pfizer. Mais en même temps, ils sont connus comme le loup blanc, hein, Sanofi, Merck, c'est les industries pharmaceutiques les plus condamnées de toute l'histoire de la justice américaine dans ce domaine-là, hein, Pfizer et Merck. Puis oui, les petits nouveaux, bien sûr. Alors, c'est l'aubaine, c'est le coup de poker et l'aubaine, au fond, de ce qu'ils sont. Enfin, disons les choses. Hein. Moi, je considère ces gens-là comme des délinquants multirécidivistes. Hein. Et pour cause. Puis alors là aussi, ils peuvent m'attaquer ce qu'ils veulent. On y va direct au jugement. Il n'y a pas de souci. Il suffit de regarder les données de la justice américaine. Voilà. Pfizer, Merck sont les deux industries les plus condamnées de l'histoire. Et puis, c'est pas pour des petites sommes d'argent. Hein. C'est des trucs complètement monstrueux. Voilà. Donc fondamentalement, on prétendait remettre notre sort entre les mains de délinquants multirécidivistes. Hein. C'est ça la réalité. Hein. La délinquance, c'est le fait d'enfreindre la loi. Point. Bon. Tu triches sur tes process, tu caches tes machins, tu essaies de corrompre le bidule, tu falsifies. Ça s'appelle la délinquance dans ce domaine-là, et tu es donc un multirécidiviste. Bon. Donc, je pense qu'ils ont manifestement, ils ont voulu profiter de l'aubaine en faisant ce que le vieux sociologue Jacques Ellul appelait un coup de bluff technologique. On s'empare de l'ARN messager et puis on tente comme ça de griller toutes les étapes et de faire voilà. Comment exactement, par qui machin, je sais pas. On finira par le savoir un jour. Hein. La justice américaine oblige Pfizer à divulguer petit à petit un tas de trucs ce que la justice française ne fait pas du tout. Hein. Je dis, les États-Unis, c'est un pays de contraste. Hein. Les gens peuvent faire les pires trucs, mais en même temps, le jour où la justice se met dessus, ça peut leur faire très mal. Voilà. En France, c'est plus compliqué, me semble-t-il. Hein, voilà. Mais donc, on finira sans doute par comprendre un petit peu mieux comment ils ont réussi à faire cette espèce de coup de bluff incroyable. Voilà. On reliera sans doute, relier, hein,
On relira sans doute tous les acteurs que j'ai cités tout à l'heure, on trouvera sans doute au fil du temps beaucoup plus de traces, de témoignages, de preuves, de documents qui montreront leur connivence. Voilà, petit à petit, je suppose, mais comme précisément moi je ne suis pas Madame Irma et que je ne peux pas anticiper de l'avenir, je ne peux que faire cette hypothèse et ne peux pas rien dire sur le contenu de ce que je ne connais pas encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont bien court-circuité tout et bien réussi leur coup de bluff. Mais c'est ça, hein. Moi je le vois comme ça. L'ARN technologique, l'ARN messager, c'est un coup de bluff technologique. Comme c'était la conclusion que j'avais dans mon livre sur la vidéosurveillance. Voilà. Le coup de bluff, on arrive à une nouvelle technologie ça participe totalement de ce qui est l'idéologie au fond de ce monde-là. On a dit c'est la croissance continue, c'est l'industrialisation de toutes les dimensions de notre vie, et c'est le technosolutionnisme. Voilà. Tous les problèmes humains et sociaux doivent trouver une réponse technique. C'est l'illusion, oui, de ça, mais c'est ça le fond de leur pensée. Et puisque la question fait partie de celles qui vont été posées, le fond de leur pensée, c'est ça avant tout pour faire du pognon. Voilà. Et pas avec des grandes théories philosophiques, ni pour dézinguer la moitié de l'humanité, non. Bien sûr qu'on trouvera un tel, ça c'est des personnes dangereuses parce qu'elles ont du pouvoir, mais ça reste des personnes. Voilà. Il n'y a pas le grand complot organisé de tous les puissants pour supprimer ceci, tuer l'humanité ou je ne sais quoi. Fondamentalement, je suis persuadé que tout ceci est mu par le fric. Fondamentalement, le fric et donc le pouvoir, bien sûr, qui va avec. Voilà, l'argent et le pouvoir. Chez certains, s'ajoute par ailleurs, une dimension idéologique. Voilà, idéologique. À mon sens, c'est une très grosse banalité d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qui meut au fond les humains dans l'histoire depuis toujours? L'argent, le pouvoir, et je pense le système de croyance. Voilà, les idéologies, le système de croyance. Alors pourquoi le silence de gens qui pourtant avaient toutes les cartes, tous les outils dans la main? J'ai déjà évoqué cette espèce d'incroyable pression. Hein, je veux dire, il n'y a pas de raison de penser que ça ne s'est pas passé de la même manière partout. Donc j'imagine volontiers j'ai dit des choses très dures sur les journalistes, parce que je crois qu'elles sont réelles, sauf sursaut, c'est une catastrophe. Hein. Mais en même temps, j'imagine aussi qu'il s'est passé la même chose qu'ailleurs, c'est-à-dire que même dans les rédactions de presse, à certains moments, il y avait dû y avoir quand même aussi des gens qui levaient la main en disant « Excusez-moi, mais là, c'est pas possible, on va trop loin, c'est pas possible, il faudrait peut-être aussi faire ça. » Voilà. Et j'imagine qu'eux aussi se sont pris un retour de bâton, qu'ils ont fini par se taire. Je suppose que ça a dû se passer aussi de cette manière-là. Bon, je sais pas. Pour l'instant, j'en connais aucun qui a témoigné. Oui, bon, mais on peut supposer qu'ils ont subi aussi ce genre de pression. Ou bien vous écrivez un papier qui ne plaît pas à tel ou un tel, et puis vous recevez tellement de messages, tellement de pression, et on vous fait tellement comprendre que si tu en fais un deuxième du même genre, on ne te demandera plus d'en faire. Vous voyez, j'imagine des choses comme ça aussi, hein, qui ont dû... voilà. Donc, on peut tenir compte de ça. C'est aussi un... Bon, bref, on va parler longtemps de ça. Bon, ce qui n'enlève rien, au manque d'intelligence et sans doute surtout de courage d'un certain nombre d'entre eux qui par ailleurs n'étaient nullement menacés dans leur emploi, hein, le genre dont on parlait tout à l'heure avec ce livre là, sur la désinformation scientifique, là, les gardiens de la raison. À ma connaissance, c'est des gens qui ont des statuts, que ce soit des journalistes d'investigation, employés comme tels dans les médias, que ce soit des collègues universitaires qui ont une liberté d'expression protégée, etc. C'est pas vrai, ils risquaient franchement pas grand-chose. Hein. Donc il y a aussi dans tout ça un manque de courage fondamental chez beaucoup de nos concitoyens, hein, malheureusement. Alors, mademoiselle, zoonose ou autre chose? C'est une très bonne question. Zoonose, c'est une maladie transmise par d'autres animaux. Hein. Très bonne question. Dans le discours officiel de la Doxa, hein, l'OMS, etc., a repris les gouvernements, l'histoire de la chauve-souris, du pangolin, qui se font caca dessus dans une grotte située à plusieurs milliers de kilomètres du Wuhan, machin. Bon, je suis absolument... Ça me paraît tout à fait évident, au terme de ce que j'ai accumulé comme documentation scientifique là-dessus, que c'est une mauvaise plaisanterie. Alors, ça ouvre le champ des autres hypothèses, dans la limite des connaissances qu'on a, puisque tant les Chinois que les Américains, les Chinois parce que c'est celui où ça se passe, mais les Américains parce que c'est eux qui financent ce qui se passe en Chine, donc tant les uns que les autres ont des intérêts à cacher des choses. Donc, quand même compliqué, tout en faisant semblant d'être en guerre entre eux, puis en s'accusant réciproquement de machin, voilà.
Donc là aussi, il y a plein de choses qu'on ne saura que dans les années qui viennent. Voilà. En l'état actuel de mes connaissances, il me semble que l'hypothèse la plus plausible est celle de l'accident de laboratoire. Et s'il n'y en a eu qu'un, ou plusieurs, quelle est sa date exacte? Est-ce que c'est que Wuhan? On n'a pas encore voilà, on ne peut pas encore affirmer ça. Moi, je ne peux pas me permettre de l'affirmer dans l'état de mes connaissances, pas possible. Bon, les hypothèses sont ouvertes. Mais je dirais, voilà, pas la peine là aussi d'aller chercher des choses, et surtout, pas la peine, encore une fois, il ne faut pas se permettre d'affirmer des choses quand on est incapable de le montrer. Enfin, voilà, bon. Donc, on peut se contenter de faire éventuellement une hypothèse, mais encore, poser des questions dont on n'a pas la réponse. Sachant par ailleurs qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on peut avoir la réponse, encore une fois, et qui sont déjà tellement problématiques, révoltantes, etc. Voilà, moi il me semble, pour quand même pas se disperser, ni prendre le risque de s'auto-discréditer, alors qu'on a déjà tellement de quoi faire, voilà, sur des choses qui sont parfaitement établies. Donc, voilà, en l'état actuel, l'hypothèse que je ferai, c'est plutôt ça, un accident de laboratoire dissimulé, qui serait pas le premier, parce que voilà, il y a un chapitre aussi du tome 2 là-dessus, alors qui commence déjà un petit peu à dater, évidemment, mais qui raconte ça, qui raconte aussi comment, évidemment, beaucoup de gens ont tenté de cacher ça. Donc voilà, évidemment, les industriels qui sont impliqués dans les recherches sur les gains de fonction qu'on faisait dans ces laboratoires de haute sécurité, et puis les gens qu'ils ont corrompus. Donc voilà, des médecins, des chercheurs, des responsables d'agences sanitaires. En l'occurrence, il y a des personnalités américaines très connues, dont il y a aussi un bout d'article là-dessus, puis d'autres qui sont parus ailleurs depuis, sur comment, comme ça, il y a des gens qui ont essayé de torpiller aussi la mission de l'OMS qu'elle a tenté de lancer pour faire semblant de faire la lumière là-dessus, etc. Voilà. Regardez, il faut se renseigner sur qui est M. Darzac et tout ça. Bon, voilà, il y a vraiment des gens très corrompus, sans parler de M. Fauci aussi, bon, qui cachent tout ça depuis longtemps. Et là aussi, ben, voilà, on verra, on aura sans doute dans les années qui viennent des choses qui finiront par sortir. Et je répète, il y a derrière une longue liste, j'en fais une partie dans le livre, mais des accidents, comme il y a des accidents industriels dans tous les domaines, voilà, il y a aussi des fuites de laboratoires dans plein de pays, et qui ont à plusieurs reprises déclenché aussi des épidémies. C'est pas, voilà, il y a plusieurs catastrophes connues, j'oublie le nom de la ville anglaise, il y a quelques... Bon, bref. Bill Gates finance aussi les médias, oui, bien sûr, je vous confirme, bien sûr, ça fait partie de cette stratégie d'influence globale, bien sûr, voilà, bien sûr. Bon. Mais d'ailleurs, c'est l'occasion de dire, puis je vais bientôt m'arrêter parce qu'on s'en sort plus, mais c'est l'occasion de dire que le cœur de tout ça, ça reste la question du contrôle de l'information, bien sûr. Et derrière, la question qu'on doit se poser, c'est la question aussi du contrôle de nos pensées, à chacun d'entre nous. Parce qu'à partir du moment où on nous dit qu'il faut lire ça et on nous censure ce qu'on ne veut pas qu'on lise, ça s'appelle contrôler la pensée. Voilà. Google te dit ce qu'il faut lire et il t'empêche de lire ce que tu veux. Voilà. Donc c'est ce système-là qui se met en place. Mais pour être sûr que ça marche, il fallait assurer le contrôle de l'information légitime. On aurait dit là aussi, mon vieux maître Bourdieu. Et donc c'est pour ça que les journalistes ont joué un rôle si crucial dans cette entreprise. C'est pour ça que les gens du numérique ont joué un rôle si crucial dans cette entreprise. Et c'est bien pour ça que des gens qui cherchent à avoir de l'influence et du pouvoir, comme Bill Gates, investissent dans ce domaine-là, et depuis des années, bien entendu. Et d'ailleurs, tout ça n'est pas complètement nouveau, loin de là. À beaucoup d'égards, et c'est une des choses d'ailleurs, moi, qui, dès le mois de janvier 2020, faisait que je regardais ça avec une distance quand même critique d'analyse, c'est que j'avais le souvenir, quand même 11 ans avant, de l'affaire H1N1, qui à beaucoup d'égards est un peu une répétition générale de cette histoire. On déforme totalement la réalité pour inventer une catastrophe mondiale qui n'est pas vraie. Les industries s'empressent d'abord d'essayer de refourguer les stocks d'antiviraux qu'ils ont sous la main, voilà, donc le Tamiflu, le Remdesivir, enfin voilà, bon. Et puis ensuite se dépêchent de prétendre qu'ils ont fabriqué le vaccin miracle contre ce truc-là pour le fourguer aussi. Les États complices, machin, s'empressent d'acheter des milliards de doses du machin du bidule, qu'ensuite on mettra à la poubelle, ou qu'on ira donner aux pays pauvres en disant que c'est un geste humanitaire. On connaît bien la bonne rhétorique bien hypocrite des pays occidentaux par rapport aux pays pauvres. C'est ça. On a fait la même chose. AstraZeneca, tiens, on vous le donne. Cette blague. Donc oui, bien sûr, voilà, le but du jeu, c'est d'avoir cette influence. Et H1N1, d'ailleurs, je raconte aussi dans le livre, la plupart d'entre vous savent certainement, c'est que, mais après l'affaire H1N1,
ce club de puissants qui cherche à gagner un maximum de pognon sur les questions de santé, etc., ils se sont à plusieurs reprises réunis pour discuter entre eux, et dans certains cas, il y a des données qu'on trouve, et c'est public. Hein. Et parmi les choses qu'un certain nombre de gens ont dit sur H1N1, c'est qu'ils se sont dit, là où c'est... En gros, je résume, hein, en gros, les gars, on s'est planté parce qu'on n'a pas bien maîtrisé la com de l'histoire. Voilà. Donc le coup prochain, ce qu'il faudra à tout prix, c'est verrouiller la com. Voilà. C'est ça le fond du truc. C'est ça le fond du truc. Et ils ont réussi ce coup-ci. Et ils ont effectivement verrouillé la com ce coup-ci, complètement. Ils ont réussi ça. Voilà. Et nous sommes fondamentalement victimes de ça. Fondamentalement victimes de ça. Comment faire en sorte pour que tout ça ne se reproduise pas? Espérer qu'il y ait au moins un procès qui aille au bout. J'ai évoqué ce cas tout à l'heure, un petit espoir que moi je peux avoir. Espérer qu'il y ait au moins un procès qui aille au bout et qui fasse exemple, bien sûr. Voilà, qui fasse exemple. On peut espérer ça. Espérer aussi peut-être que... Tu vois, espérer que le niveau de plantage de catastrophe, ça soit tel qu'un certain nombre de personnes en tirent comme conclusion qu'au moins, la prochaine fois, ils auront peut-être un peu plus de courage et un petit peu plus... Enfin, c'est possible, mais c'est pas sûr. Je ne pas très optimiste sur tout ça. Avez-vous des chiffres de la mortalité globale? Bon, tout le travail qu'on a fait, c'est toujours basé sur les données... C'était monsieur, je crois, là-bas. Toujours donné sur les données publiques, en l'occurrence les statistiques de mortalité diffusées par l'INSEE. Hein. Ben voilà, on n'a pas inventé l'eau chaude, hein. Simplement on les regarde toutes, pas juste celles qui arrangent l'interprétation qu'on veut donner. Voilà. J'ai déjà dit l'INSEE participer complètement à cette désinformation, et c'est tout à fait catastrophique aussi. Et derrière, il y a d'énormes lâchetés chez beaucoup de gens aussi, bien entendu. Voilà, puisqu'il suffit de... Les chiffres qu'on donne et les points de comparaison qu'on leur donne orientent l'interprétation qu'on fait. Et si on change, on rajoute un troisième chiffre ou on prend d'autres points de comparaison, on voit les choses différemment. C'est des choses aussi basiques, bêtes que ça. On malheureusement marché à plein. Mais donc nous, on s'est contenté d'utiliser les chiffres officiels de mortalité. Et ça suffit pour montrer ce que nous montrons. Ça suffit. Voilà. Bon, alors je terminerai peut-être avec ce qui était une des premières questions là. Est-ce qu'il y a d'autres buts que l'argent? Par exemple, le but de soumettre la population et la réduire. Alors si c'est encore l'histoire de la réduire numériquement en tuant la moitié de l'humanité, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Hein. Pour moi, ça c'est vraiment le complotisme pur et dur. Hein, vraiment pur et dur. Bon, pour moi, c'est vraiment pas le problème, quoi. Hein. Je répète encore une fois, il y a tellement de choses bien réelles, bien avérées, bien graves. Pas la peine d'aller s'inventer des trucs, d'aller se fantasmer, c'est vraiment pas la peine. Alors, par contre, l'hypothèse qu'à côté de l'argent, il y ait soumettre la population, oui, ça c'est une hypothèse générale, mais le pouvoir et l'argent, hein, c'est pas nouveau. Hein, voilà. Et puis ceux qui veulent conquérir le pouvoir par tous les moyens, puis une fois qu'on l'a conquis, le garder par tous les moyens. Machiavel a dit ça depuis plusieurs siècles quand même, hein. Là aussi c'est pas une découverte, hein. Vraiment pas une découverte. Hein. Sauf pour oui, c'est... Ah bon, le gouvernement ment? Bonjour, oui, hein. Salut, bienvenue. Alors oui, je vais peut-être dire un mot quand même de cette autre question-là. Il y en a d'autres, peut-être j'oublie, mais je répète, il y en a sur lesquelles je ne sais pas. Ou pas assez pour en dire quelque chose publiquement, donc non. Mais comment expliquer que tout ça soit passé de la même façon dans tous les pays au même moment? C'est une bonne question. C'est ça, pose vraiment ouais. Alors, d'abord, je vais corriger un tout petit peu la question. Ça ne s'est pas passé exactement de la même manière, en fait. Hein, voilà. Il y a un niveau très général, oui. Voilà. Tout le monde a annoncé plus ou moins un confinement, tout le monde a annoncé plus ou moins machin, tout le monde a pris les campagnes de vaccins, machin. À un niveau très global, vu de très loin, oui, ça se ressemble pas mal. Dès qu'on creuse un peu, il y a quand même pas mal de différences qui apparaissent. Et c'est important de les nommer, parce que c'est aussi un argument rhétorique de tous ces braves gens que de nous dire « Ah bah, on ne pouvait pas faire autrement, et la preuve, tout le monde a fait rigoureusement pareil. » Voilà. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Quand vous allez expliquer, là aussi, vous traversez juste les Alpes, hein, vous allez expliquer à nos cousins suisses qu'on devait se signer une attestation pour aller faire pisser son chien ou acheter 3 tomates, ça les fait beaucoup rire. Hein. Ça les fait beaucoup rire. Voilà. Donc non, on n'a pas tous fait pareil. Voilà. Quand vous expliquez aux Allemands que nous, il fallait un pass sanitaire pour prendre le TGV, mais par contre, on pouvait s'entasser dans le métro et le RER, ça les fait rire aussi. Hein. Bon, voilà. Quand on lit, parce que c'est une autre caractéristique hein, de ce gouvernement, c'est qu'il est très discret sur les sujets qui ne l'arrangent pas, mais par contre, qu'est-ce qu'il est bavard
hein, et qu'est-ce que la bureaucratie? Le nombre de personnes aussi là qui se sont couchées, mis aux ordres, le nombre de quarks. Hein. Pondez-nous un protocole sanitaire sur telle question. 75 pages, faut lire les trucs, hein, avec détails, machin. Hein, les protocoles. Avec mon collègue et ami qui est un magistrat, membre du syndicat de la magistrature, pas suspect extrême droite non plus, donc Clément Schuller, on décrit ça dans un chapitre du livre, on passe au crible toutes les grandes lois et décrets là, qui ont été pris depuis le premier confinement jusqu'aux obligations vaccinales, etc. Et on a dit ça, on regarde ça, donc même qu'on passe un petit peu au crible rapidement la jurisprudence du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel pendant cette époque-là. Et donc on tombe aussi sur cette incroyable profusion débridée de normes et d'obligations dans tous les coins, avec un niveau de détail hallucinant, hein, un protocole scolaire, selon que vous êtes à la cantine, au gymnase, au machin, au bidule, vous suivrez en montant la flèche jaune, puis en descendant de la flèche orange, et puis vous mettrez 3 masques à cet endroit-là, puis là, vous pourrez le baisser. Puis il faut voir, je parle dans mon livre d'un délire bureaucratique. Un délire bureaucratique. La norme pour la norme, le truc. Le mec enfermé dans son bureau qui phosphore. C'est dingue. C'est une journaliste allemande qui avait publié un article disant la France, ce nouveau pays qu'il faudrait rebaptiser l'Absurdistan. Parce que par ailleurs, cette profusion de normes peut par ailleurs parfois se contredisent entre elles, changent selon les semaines. Enfin, mais c'est aussi une question démocratique qui est posée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le plus personne en fait ne connaît la règle, ça pose un peu un souci aussi. Hein, voilà. Il y en a tellement, elles sont tellement incompréhensibles. Enfin, vraiment, je lisais les protocoles sanitaires à l'école. Enfin, wow, bon. Et mesurons, hein, on parlait tout à l'heure de comment évaluer les effets de tout ça. Hein. C'est des grandes inconnues. Hein. Je ne sais pas, moi, ce que ça a fait aux petits-enfants. Hein. Mais il faut rappeler ces choses-là. Hein. J'ai fait une enquête, c'était il y a 9 mois sur d'autres questions, les questions de décrochage scolaire, etc. Et je ne m'étais pas rendu compte, mes enfants étaient grands, j'avais jamais eu l'occasion de rentrer dans une école maternelle pendant cette folie collective-là. Hein. Et donc là, je suis rentré et il y en avait les traces. Pardon, je termine par une anecdote, puis après je m'arrête. On se saoule, force. Hein. Mais donc, pour rappeler le niveau d'absurdité et de violence quand même, hein, je rentre dans cette école maternelle et je tombe sur la première cour de récréation, la directrice d'école vient m'ouvrir, j'étais venu l'interviewer voilà, sur d'autres questions, et je suis frappé en rentrant dans la cour de récréation, je vois qu'elle est complètement quadrillée au sol. Et je ne savais pas, hein, donc, bon, naïvement, je me dis, tiens, ils ont fait un espèce d'immense jeu de marelle. Ça m'arrive encore d'être un gros naïf. Hein. Que nenni, je vois la tête de la directrice de l'école, je dis, ne doit pas être ça. Hein. J'ai dit une grosse bêtise là. Et je dis, mais c'est quoi madame ce truc? Elle me dit, mais monsieur, c'est les cases dans lesquelles on mettait les enfants. Hein, 1 mètre carré chacun, dans une espèce de cage virtuelle en fait. Hein, la ligne était tracée au sol, il n'y avait pas les murs, mais c'était ça. Une cage virtuelle. Cours de récréation d'école maternelle. Hein. Et puis alors, comme du coup, je rebranche le cerveau tout de suite, ah ok, j'ai pas compris, mais oui, je vois bien, alors du coup je comprends. Et alors du coup j'enchaîne, je dis, mais alors, quand ils allaient, donc chacun tout seul dans son mètre carré, en plein air, avec son masque. C'est ça le truc. C'est bien, oui, grâce à eux, le virus n'est pas passé. Hein. Quelle blague. On va parler des masques aussi, mais quelle histoire. Mais donc je lui dis, mais après-midi, là, ils vont tous aller manger au réfectoire ensemble. Tiens, machin, tout, l'eau, le pain, le machin, ouais. Puis d'ailleurs, après, on est en maternelle, après ça, ils vont aller faire une petite sieste au dortoir, non, tous ensemble aussi. Et il me dit oui. Ah, je dis, c'est pas très cohérent tout ça. Sa réponse, elle a levé les yeux au ciel. Mais elle a participé à faire du mal à ses enfants, c'est inexplicable. Elle s'est tue, comme tellement de gens. On s'arrête là, on va boire un coup? Merci à tous.